Bonjour. Alors, quand vous regardez les étoiles la nuit, vous voyez qu'elles scintillent. Et ça, c'est un effet de l'atmosphère terrestre qui rend les images de l'univers totalement floues. Et en 1946, l'astronome Lyman Spitzer, juste après la Seconde Guerre mondiale, s'est dit l'idéal, ça serait d'avoir un satellite qui serait en dehors de l'atmosphère. D'où l'idée du télescope spatial Hubble à 570 km au-dessus du sol terrestre. Le fait que ce soit arrivé après la Seconde Guerre mondiale n'est pas complètement un hasard. Et en fait, il y a une discussion que vous pouvez trouver sur Internet entre l'administrateur général de la NASA, James Webb, à l'époque, dans les années 60, avec le président Kennedy. Et on réalise à ce moment-là que toute la science qui a été faite par la NASA découle des petits pourcentages de financement qui étaient destinés à la guerre froide, à la conquête de la Lune, et qui ont servi, grâce à James Webb, à nourrir la recherche scientifique sur l'univers. C'est pour ça que le successeur du télescope spatial Hubble s'appelle le James Webb Space Telescope. James Webb n'a jamais fait d'astronomie. C'était l'administrateur général de la NASA. Comme l'a montré Hazard, en fait, les images du ciel qu'on voit aujourd'hui sont pour la plupart issues du télescope spatial Hubble. Elles sont magnifiques, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le télescope Hubble a véritablement changé notre compréhension de l'univers ? Quelles sont les questions scientifiques sur lesquelles on a véritablement fait des progrès? Alors, je crois que je dois prendre une télécommande. J'ai oublié de la prendre. Merci. J'espère que ça ne fait pas marcher le télescope. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste de la Voie lactée. Et vous voyez la position du Soleil qui est à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Je vous ai représenté cette image pour vous donner une idée de la capacité du télescope spatial Hubble. Il est capable de voir avec une précision de 1 sur 13 par rapport à cette distance. Le point rouge que vous voyez au milieu de l'image, c'est la granularité avec laquelle le télescope spatial Hubble est capable de voir des détails. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il peut voir ces détails sur toute l'histoire cosmique depuis le Big Bang. Vous prenez une galaxie dont la lumière a mis 10 milliards d'années à vous arriver, vous la voyez avec la même précision qu'une galaxie plus proche ou plus lointaine. Pourquoi? Parce que l'expansion de l'univers a pour effet de faire grossir les images d'arrière-plan qui contrebalancent exactement le fait qu'elles sont distantes. C'est pour ça que tout astronome sait qu'une seconde d'arc égale 8 kiloparsecs, c'est-à-dire 8000 parsecs, 1 parsec égale 3,25 années-lumière, à savoir par cœur, on verra tout à l'heure si vous vous en souvenez. Alors, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on a vu avec cette granularité? Eh bien, ce qu'on a vu, c'était que les galaxies étaient en réalité beaucoup plus compactes que ce qu'on pensait, parce que finalement, la Voie lactée, c'est bien beau, c'est une très grande galaxie de 100 000 années-lumière de diamètre, mais dans l'univers lointain, les galaxies, c'était des bébés. Donc, elles étaient plus petites, plus compactes, et on les voit différemment. Pour vous donner une image de ce que l'on voit au sol avec l'un des plus grands télescopes, le télescope Subaru japonais sur le Mauna Kea, 4200 mètres d'altitude à Hawaï, l'image que vous voyez du Subaru est beaucoup plus floue que celle du télescope Hubble. Et là, il n'y a pas besoin de commentaires pour voir à quel point Hubble a une capacité de voir des détails ultra fins. Et grâce à ça, on s'est rendu compte que les galaxies, lorsqu'elles étaient plus jeunes, étaient tout à fait différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient beaucoup plus compactes. C'était les premières images, même lorsque Hubble, pendant les 4 premières années, était myope, ont tout de suite montré que ces galaxies étaient plus compactes que prévu. Et ça, c'est encore un des grands mystères. Comment se fait-il que l'univers, qui a été si peu efficace finalement à faire des étoiles et des galaxies au cours de l'histoire, lorsqu'il en a fait, il les a fait de façon ultra compacte, avec, comme on va le voir, avec des trous noirs au centre des galaxies, qui est l'un des plus grands mystères. Alors l'idée du trou noir a été un peu survendue quand on a au début parlé des trous noirs avec Hubble, parce qu'on a dit, souvent dans la presse américaine, Hubble découvre l'existence des trous noirs au centre des galaxies. En réalité, on savait qu'il y avait des trous noirs au centre des galaxies. Mais Hubble a révolutionné notre compréhension de la problématique du lien entre les trous noirs et les galaxies quand il a montré que les trous noirs étaient omniprésents. Vous prenez n'importe quelle galaxie, c'est comme un fruit et un noyau, ça s'appelle un trou noir. Un trou noir galactique qui va mesurer des millions, des centaines de millions, des milliards de fois la masse du Soleil. Comment est-ce qu'il a fait ça? Avec un spectrographe qui ne fait pas de très belles images, mais comme il a la capacité de voir au centre des galaxies, il peut voir si la lumière de la matière diffuse au centre de la galaxie s'éloigne de nous, décalage vers le rouge, ou se rapproche de nous, décalage vers le bleu. Et c'est ce qu'on voit sur cette courbe. On voit la vitesse à laquelle le gaz tourne autour d'un point invisible. On en déduit la masse qui le maintient en rotation. Et comme ça, on mesure la masse du trou noir. Alors, si vous me permettez l'expression, ce qu'il y a de plus troublant chez les trous noirs, c'est que non seulement ils sont partout,
mais ils ont une masse qui est à peu près 1/1000 de la masse des galaxies. Ça, c'est l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne, c'est qu'on s'est rendu compte, et que ça, en particulier, en large partie grâce à Hubble, que les trous noirs omniprésents au centre des galaxies, les trous noirs galactiques, avaient cette affinité avec les galaxies. Alors attention, n'allez pas croire que le trou noir, de par sa masse, influence la rotation de la galaxie, influence la gravité dans la galaxie. Son influence gravitationnelle est limitée au centre de la galaxie. C'est pour ça que c'est mystérieux. Son influence est négligeable à l'échelle d'une galaxie, et pourtant, quand vous mesurez le poids des étoiles de la galaxie, de son bulbe galactique plus précisément, il y a un lien. 1/1000. Et là, les gens se disent, est-ce que c'est comme le noyau d'un fruit qui va être à l'origine de la naissance de la galaxie? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont les cendres ou le cancer d'une galaxie qui va la tuer en termes d'activité de formation d'étoiles? La question est ouverte, mais le fait que les trous noirs soient omniprésents avec des variations énormes des masses des galaxies, ça a été une révolution, un changement de paradigme grâce à Hubble. Un autre changement de paradigme est arrivé en 1995. Bob Williams, le directeur du Space Telescope Science Institute, qui était en charge du télescope Hubble, avait accès à une grande fraction du temps du télescope Hubble et pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait choisir ses objets fétiches. Mais au lieu de faire ça, il s'est dit, il a convoqué 7 des plus éminents astronomes de la communauté scientifique internationale, c'est-à-dire américaine, principalement. Et il les a fait venir, et là, 6 hommes, une femme, il leur a donné 2 jours. Il leur a dit, voilà, vous avez 2 jours, vous vous concertez, vous revenez avec une idée géniale pour utiliser le temps que j'ai. Et vous savez ce que fait un scientifique génial, c'est qu'il vient avec une idée géniale, et c'est la sienne. Et donc il a eu 7 idées géniales et aucun consensus. Ce qui était prévisible. Hein. Quand on les connaît, je vous rassure, moi j'étais étonné qu'il n'en ait eu que 7. Normalement, ils viennent chacun avec 3. Et donc il est arrivé avec ces 7 idées-là, et pendant ce temps-là, dans les couloirs, Mark Dickinson, qui était un post-doctorant, donc juste après la thèse, il a entendu l'histoire, il a dit, mais moi, vous me donnez ce temps, je prends un trou dans le ciel où il n'y a rien, je regarde pendant des semaines, il va bien finir par sortir quelque chose, et ça va être génial, croyez-moi. L'idée peut paraître débile, le directeur Bob Williams s'est dit, attendez, ça c'est trop génial, je mets tout mon temps là-dessus. Donc, pendant les 10 jours qui ont entouré le Noël 1995, un cadeau magnifique est venu du ciel grâce au télescope spatial Hubble en regardant un trou qui est l'analogue de la pointe d'un stylo porté à bout de bras, comme ça, dans la direction de la Grande Ourse, donc là où il n'y a vraiment rien. Et de là a émergé 3000 galaxies qui chacune ont environ 100 milliards d'étoiles, qui sont si faibles pour les plus faibles d'entre elles que si vous deviez regarder cette région du ciel avec vos yeux ouverts, jour et nuit, ça fait mal, pendant une semaine, vous verriez une particule de lumière des objets les plus faibles là-dedans. Donc 4 milliards de fois plus faible que ce qu'on peut voir avec l'œil humain. Cette image a bouleversé le paysage pour 3 raisons. La première, c'est qu'avec toutes ces galaxies-là, on a pu se poser un certain nombre de questions et aboutir à certaines réponses dont je vais vous parler. La deuxième, qui est moins connue, c'est que Bob Williams, le directeur du télescope, a eu l'idée géniale de partager l'image avec toute la communauté scientifique immédiatement de façon gratuite. C'est-à-dire qu'il a inversé le processus de compétition internationale et il en a résulté que tous les meilleurs scientifiques se sont unis sans le faire exprès, parce qu'ils ont accès à la même image, pour ensemble extraire le mieux l'information de cette image. Ça a révolutionné le champ de l'astronomie puisque encore aujourd'hui, tout le monde suit cet exemple-là. On est en train de parler d'un projet de satellite pour l'ESA, par exemple, l'Agence spatiale européenne, où on se dit, allez hop, on va mettre toutes les données du satellite accessibles à tous. Puis les constructeurs, ils disent, mais attendez, quand même, il y a ceux qui construisent, il faudrait peut-être qu'ils aient quand même un petit peu pour eux. Vous voyez à quel point ça a changé les choses. Il est sorti 400 articles scientifiques de cette seule image du ciel. 400 articles scientifiques, ça a été une révolution. 8 ans plus tard, on a fait une image encore plus profonde, le champ de Hubble ultra deep, le ultra profond champ de Hubble. Cette fois, dans la même région du ciel, 2,6 minutes d'arc, vous avez 10 000 galaxies. Si je zoome là-dessus, vous voyez que les galaxies ont des formes qui sont magnifiques, elles sont à des distances qui sont très très lointaines de nous. Ce champ représente un 26 millionième du ciel. Donc si vous multipliez ces galaxies par 26 millions, vous en déduisez que l'univers observable contient environ, ou au minimum, 250 milliards de galaxies. Ça fait environ 10 000 milliards d'étoiles dans l'univers, ou en tout cas dans l'univers observable au minimum. Sachez que chacun d'entre vous a 1 million de fois plus d'atomes dans son corps. Donc nous sommes beaucoup plus riches que tout ça. Alors, à partir de toutes ces galaxies-là, qu'est-ce qu'on a déduit? Eh bien,
le deuxième trait de génie, et qui vient cette fois de Mark Dickinson, c'était de se dire qu'on allait non seulement faire une image, mais une image en couleur en bénéficiant d'une coïncidence. Au moment où la question a été posée par Bob Williams, Chuck Steidel, un astronome américain qui travaillait avec le télescope du Keck de 10 mètres de diamètre à Hawaï, venait de faire une découverte remarquable. Pour mesurer la distance d'une galaxie, il faut calculer le décalage vers le rouge, la vitesse à laquelle elle se déplace. Et lui, et pour ça, vous passez une nuit sur les galaxies lointaines avec le meilleur télescope pour avoir une galaxie. Lui a trouvé une technique pour mesurer la distance de centaines, voire de milliers de galaxies en quelques heures. La technique est la suivante. Vous avez plusieurs couleurs, plusieurs bandes dans lesquelles vous regardez la même région du ciel. Et comme vous le voyez sur cette image-là, sur les images de gauche, rien. Sur les images de droite, une galaxie apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour les longueurs d'onde les plus petites, l'hydrogène, qui est le plus abondant élément dans l'univers, entre la galaxie et nous et dans la galaxie, absorbe la lumière. Et puis, autour de 1000 angstroms, la lumière réapparaît. Ça fait une marche d'escalier, et grâce à cette marche d'escalier, l'endroit où elle est, vous pouvez mesurer la vitesse à laquelle se déplace la galaxie et la distance à laquelle elle se trouve. Voilà comment Chuck Steidel a réussi à mesurer les distances de milliers de galaxies, et grâce à ça, appliqué à l'image du Hubble Deep Field, on a pu convertir une image qui était en 2 dimensions en 3D. L'idée géniale de Mark Dickinson, c'était de faire un film, de remonter le temps cosmique sur 95% de l'histoire de l'univers et remonter l'histoire de la formation des étoiles dans l'univers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a résulté de ça? On avait commencé ça avec Simon Lilly, un astronome anglais qui était à l'époque professeur à Toronto, François Hammer et Olivier Lefebvre, un astronome qui a joué un rôle majeur dans l'astronomie française et qui est malheureusement décédé récemment. C'est une très grande perte. Ces astronomes ont permis de remonter le début de l'histoire. Mais avec Hubble, on a fait tout le reste, 95% de l'histoire de l'univers, et on s'est aperçu que les galaxies ont vécu une phase où elles formaient peu d'étoiles, puis elles ont formé de plus en plus d'étoiles, jusqu'à ce qu'il y ait un pic il y a à peu près 8 milliards d'années, et ensuite une chute. La raison pour laquelle ça s'est passé, c'est combien? 1 minute, voilà, avec 1 minute, je vais vous montrer comment, avec la forme que vous voyez ici des galaxies, la morphologie des galaxies, qui vous permet de voir qu'elles ont des formes tout à fait différentes de celles qu'on connaissait. On s'est dit, celles qui sont là avec des petits grumeaux, on appelle ça des clumpy galaxies. On s'est demandé si c'était des galaxies qui étaient en train de se cannibaliser, des fusions de galaxies. En réalité, non. Ce sont des galaxies bébés avec tellement de gaz, de milieux interstellaires, qu'elles ont des clumps, des grumeaux, et elles forment des étoiles. C'est une révolution complète sur notre compréhension des galaxies grâce à cette image du télescope Hubble. Avec Hubble, on a réussi à voir l'exemple de la première galaxie de l'univers. C'est peut-être pas la première, mais ça pourrait être. GN-Z11, qui est une galaxie qui date de 350 millions d'années après le Big Bang. Elle a 40 millions d'années. Elle a une masse d'1 centième de la Voie lactée et elle forme des étoiles, malgré tout, avec 20 fois plus d'intensité que la Voie lactée. Ça, c'est ce que le James Webb Space Telescope, qui sera lancé dans 1 an, avec son miroir de 6,50 m, va aller chercher. Les premières lumières, les premières galaxies, pour essayer de voir l'origine des galaxies. Deuxième point, et je termine là-dessus, vous regardez dans des petites régions du ciel où il n'y a rien encore dans les images les plus profondes de Hubble, et le radiotélescope ALMA voit des monstres, des galaxies massives, énormes, complètement ratées par le télescope spatial Hubble. Pourquoi? Parce qu'elles sont bourrées de poussière interstellaire qui absorbe la lumière des étoiles et qui rayonnent dans l'infrarouge que voit ALMA. Le James Webb Space Telescope verra dans l'infrarouge, il les verra comme le nez au milieu de la figure. Qu'est-ce qui va se passer quand il va ouvrir les yeux sur l'univers? Une véritable révolution ou simplement une confirmation de ce qu'on sait? Attendez, dans 1 an, on va voir la réponse. Merci.